À chaque fois qu'on publie une vidéo, on n'a aucune idée de si ça va être un buzz ou si ça va être un flop. Tu passes ça dans plein d'IA qui corrigent le son, l'image, machin. T'as même plus besoin limite de matos professionnel. Aujourd'hui, pour avoir du succès sur les réseaux sociaux, faites du contenu vertical. Le problème, c'est que moi, ça me saoulait. Et je vois mes stats, des fois, les vidéos font comme ça, et paf! Je crois que c'est 80% des vues que je fais sur mes vidéos sont de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Plus de la moitié de nos revenus, c'est les marques qui nous sponsorisent. Là, je sais déjà tous les sujets de vidéos que je vais faire jusqu'en janvier 2025. C'est pas juste mon hobby, quoi. C'est ma vie professionnelle, c'est mon métier, et il y a 2, 3, 4 personnes qui bossent avec moi. Parce que voilà, faire 100% du YouTube, c'est quand même vachement risqué. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Julien Malara, un créateur de contenu aussi passionné que passionnant. Initialement connu pour ses vidéos sur la politique, des sujets de société, la démocratie, l'anarchie et bien d'autres, Julien a pris un tournant audacieux en se consacrant à l'écologie. Son projet fou, construire une maison en conteneur maritime. Avec sa chaîne YouTube aujourd'hui réputée dans le domaine de l'écologie, Julien inspire et informe une large audience qui le suit de très près. Dans cet épisode, Julien va nous retracer tout son parcours, ses doutes, ses process, ses prises de décision, son changement. Vous allez tout savoir sur un personnage aussi incroyable que son parcours. Et si toi aussi tu veux réussir sur YouTube et en faire un business viable, ou alors que tu es un professionnel et que tu aimerais accroître ton business grâce à YouTube, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. On va te donner toutes les clés. Bienvenue dans un nouvel épisode de Créateur de Succès. Aujourd'hui, on est avec Julien Malara qui a une histoire folle sur YouTube qui va nous raconter tout ça. Comment vas-tu, Julien? Eh ben, ça va très bien, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Et je pense que l'histoire est folle, pas que sur YouTube, parce qu'il y a des choses qu'on voit sur YouTube, mais à mon avis, dans sa vie même personnelle, il doit y avoir plein de choses. On va parler de tout ça. Pour rentrer dans le vif du sujet, tu as commencé YouTube il y a 8 ans. Tu étais étudiant à Sciences Po à l'époque, à Grenoble. Et au départ, sur ta chaîne YouTube, tu voulais parler de démocratie. Pourquoi tu as eu envie de parler de ça sur YouTube ? Disons que mon aventure YouTube, elle commence même bien avant, quand j'étais au lycée, que je faisais des courts-métrages, des petits films. Je voulais être YouTubeur depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans. Et ensuite, quand je suis arrivé à Sciences Po, justement, on parlait beaucoup politique entre potes. Et je me rendais compte qu'on n'était pas en démocratie, qu'on était dans un autre système politique. Donc, j'avais envie d'en discuter avec les gens. Et c'est un sujet tellement compliqué qu'une discussion avec quelqu'un, t'arrives pas à exposer tous tes arguments assez rapidement. Donc, j'ai eu envie de faire des vidéos déjà pour donner une base aux gens avec qui j'allais débattre. Et petit à petit, la chaîne s'est construite autour de ce sujet. Elle s'appelait Demos Kratos à l'époque, le pouvoir au peuple, la base de la démocratie. Et donc, c'est là-dessus que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 2013, je crois. Ah ouais, donc ça veut dire que tu es un des précurseurs, parce que 2013, c'était les premiers YouTubeurs, et encore, ça doit être les Michou, peut-être Squeezie était peut-être un peu avant, mais surtout que tu as peu de modèles, peu d'exemples à ce moment-là, et en plus de ça, peu de modèles aussi de réussite en 2013, comment on se dit, je veux être YouTubeur, je veux faire des vidéos YouTube? Alors, donc déjà moi, comme je disais, depuis le lycée, je regardais du YouTube américain, français, du Dailymotion aussi avant. Ouais, il y avait déjà pas mal de modèles, on va dire, de vidéastes qui vivaient pas forcément de ce métier, mais qui faisaient des contenus de très haute qualité. Et surtout, quand j'ai lancé Demos Kratos, on était à une époque où il y avait les manifestations contre la loi travail, qui avait été passée par François Hollande, tout ça, on s'en souvient. Et t'avais déjà des youtubeurs politiques à l'époque. T'avais notamment Usul, Dani Caligula, Osons Causer, Tatiana Ventose. Enfin, t'avais déjà un groupe qui s'appelait les On vaut mieux que ça. Et ça m'avait beaucoup inspiré. Je me suis beaucoup inspiré de ces youtubeurs politiques pour créer ma chaîne. Donc non, je dirais pas que j'étais précurseur. Il y avait des gens bien précurseurs avant moi, mais c'est vrai que après moi, il y a encore eu une deuxième et une troisième vague de youtubeurs politiques qui aujourd'hui continuent à faire du YouTube politique, là où moi j'ai un peu changé de ligne éditoriale depuis. Mais du coup, Demos Kratos, c'est quoi? Parce qu'à un moment, j'ai vu que tu étais parti pendant 4 mois, tu avais des partiels exactement à faire. Peut-être que vous étiez plusieurs, t'étais pas tout seul à un moment?
Demos Kratos, j'ai été tout seul pendant 2 ans, je pense. Puis après, j'ai été rejoint par mon meilleur ami de lycée, avec qui je faisais justement les vidéos à l'époque sur ma première chaîne YouTube, et qui est venu m'aider à faire des productions un peu plus grandes. C'est notamment là qu'on a sorti la web-série Le Parti sur la chaîne YouTube. C'était une web-série qui comment dire ça, imaginait un monde où moi j'étais candidat avec un parti qui s'appelait Le Parti, et j'essayais de proposer des choses dans mon programme. Chaque vidéo était un point de mon programme sur plusieurs sujets. Et bref, on a essayé de ramener un peu de fiction et tout ça dans le YouTube politique. Et petit à petit, ouais, on a été 2. Puis après, j'ai ramené un autre pote de lycée, on a été 3. Et aujourd'hui, tu vois, on est 4. Et beaucoup des potes de lycée que j'ai ramenés petit à petit avec moi, quoi. Bah, alors, c'était quoi le but exactement? Parce que du coup, il y avait le but de partager aussi et de peut-être pas vulgariser, mais peut-être rendre plus accessible peut-être la politique, la démocratie, peut-être rétablir certaines vérités aussi, ou qui sont propres à toi, ton avis aussi. Mais c'était quoi le but derrière, au-delà de partager? Est-ce qu'il y avait aussi des objectifs politiques, puisque justement tu dis il y a cette fiction-là, etc. C'était quoi tes objectifs vraiment à ce moment-là, au-delà de YouTube, dans ta vie personnelle? L'objectif premier de cette chaîne, c'était vraiment de vulgariser, mais de démocratiser en fait la connaissance politique. À Sciences Po, avec certains professeurs, j'ai vraiment appris que voilà, une démocratie, c'est un système où le peuple gouverne. Nous, notre système politique à nous, c'est un système représentatif. Le peuple ne gouverne pas, il élit des gens qui gouvernent à sa place. Et en fait, à Sciences Po, c'était limite assez clair. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en système représentatif. Et en fait, la plupart des gens pensent qu'on est en démocratie, mais c'est pas vrai. Et c'était assumé, quoi. C'était dit, non, en fait, c'est pas une démocratie, parce que la démocratie, c'est trop dangereux. Les gens, ils feraient n'importe quoi. Donc, il vaut mieux avoir des représentants. Et moi, j'ai été choqué d'apprendre ça, quoi, qu'on me dise, bah non, en fait, on n'est pas en démocratie, mais c'est assumé. Enfin, pas par tout le monde. Et donc, vraiment, le but de la chaîne, c'était de dire Demos Kratos, c'est quoi la démocratie? C'est quoi les outils démocratiques? Ça ressemblerait à quoi un vrai système démocratique? Et donc, ça a été pas mal de vidéos techniques sur des outils, mais aussi des analyses juridiques pour dire, voilà, dans la loi, qu'est-ce qui est écrit, dans la Constitution, qu'est-ce qui est écrit. Non, on n'est pas en démocratie, ça, c'est notre système, comment il fonctionne, comment on peut l'améliorer. Et puis, petit à petit, la chaîne s'est politisée, quoi. C'est passé bon, c'était déjà politisé dès le début, mais au début, c'était des vidéos un peu neutres. Et petit à petit, avec les campagnes présidentielles de 2017, de 2022, et ben là, il y a eu un vrai angle politique à la chaîne. On militait pour certaines idées plutôt que d'autres. Plus des idées que tes candidats. Il n'y avait pas vraiment de... Moi, j'étais dans aucun parti, j'avais aucun intérêt politique, moi, à me faire élire ou à élire des amis ou quoi que ce soit. Il y avait vraiment zéro intérêt politicien. C'était vraiment des idées qui m'animaient et que j'avais envie de transmettre et d'expliquer aux gens pour qu'ensuite ces idées changent la société, quoi. C'est vrai que tu précisais bien que tu n'avais aucun parti et que c'était plus des idées. Et par rapport à ça, du coup, le à côté, c'était quoi le but? Parce qu'à ce moment-là, YouTube, du coup, tu ne pouvais pas en vivre. Du coup, tu avais forcément une idée de métier, quelque part où tu allais aller pour gagner ta vie ou pour avoir peut-être une carrière. C'était quoi exactement? Alors dis-toi que depuis le lycée, je réfléchis au business model de la chaîne YouTube. Donc vraiment, au lycée, on faisait que dalle de vues, hein. On faisait 1000, 2000, 3000 vues sur nos courts-métrages, ce qui était déjà pas mal. Et en fait, je calculais déjà, ok, la monétisation YouTube va évoluer comme ça, il y aura ça. Enfin, et en fait, j'ai toujours pensé YouTube comme ce sera mon métier. J'ai rarement pensé je vais faire un métier et YouTube c'est mon à côté. En fait, je faisais mes études, je faisais YouTube et même à un moment, je suis passé en master production audiovisuelle en me disant dans ce master production audiovisuelle, je vais apprendre à me professionnaliser pour gérer ma boîte de prod YouTube, quoi. Sauf que ce master était tellement en retard par rapport à ce que j'avais appris par moi-même sur YouTube. Si tu veux, je savais déjà filmer, monter, écrire une vidéo, gérer un budget, faire une prod, quoi. Et donc, le master, je l'ai quitté au bout de 1 mois parce que je me suis rendu compte que vraiment, le master était à des années-lumière derrière ce que moi, j'étais en train de faire. Et donc, je me suis dit, non, je me prends une année sabbatique. J'ai réussi à me mettre en service civique. Donc ça, c'est une bonne astuce. Quand tu es une association, tu peux avoir des services civiques. C'est l'État qui te paye 600 € par mois pour faire partie d'une association.
pendant 1 an. Et donc moi, j'ai réussi à mettre service civique, on va dire, dans mon association. Donc je touchais 600 euros par mois. Et j'ai fait une année sabbatique, voilà, où j'ai arrêté mes études. J'étais à fond sur la chaîne YouTube. Je gagnais 600 euros par mois. J'arrivais à payer 2-3 trucs avec ça, à survivre. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai réussi à avoir un modèle économique qui était assez viable. Et l'année d'après, moi, j'ai réussi à me payer en intermittent du spectacle et à embaucher un de mes amis de lycée en service civique. Et en fait, petit à petit, grâce au service civique, à certains systèmes de l'État pour aider justement les associations, on a réussi à former une équipe et petit à petit, dès qu'on avait un peu plus de revenus, à embaucher une personne supplémentaire, à ramener une 3e personne en stage, en service civique. Enfin, ça a grandi petit à petit, quoi. Je dois avouer que je suis pas très politique. Mais je ne peux qu'imaginer le genre de commentaires et le genre de messages que tu devais avoir sur la chaîne. Quand on parle politique sur YouTube, c'est quoi les risques? Parce que on sait que c'est un sujet. Moi personnellement, pendant les législatives récemment, j'allais sur Twitter, j'avais envie de fermer l'application. Et pourtant, je ne suis pas des gens qui parlent de politique. C'est vraiment des partages de tweets, etc. Toi, t'étais purement dedans. Est-ce que dans les commentaires, ça a été difficile, par exemple, des menaces ou des trucs comme ça? En fait, les réseaux sociaux, c'est quand même pas mal une bulle, hein. L'algorithme fait en sorte que tu vois ce que tu as envie de voir. Sur Twitter, c'est peut-être un peu moins le cas, mais en tout cas sur YouTube, Facebook, vraiment YouTube, c'est vraiment une bulle. Tu vois, sur Facebook, Twitter, j'avais des commentaires assez haineux parce que l'algorithme Facebook faisait en sorte que ma vidéo soit vue par des gens qui étaient pas intéressés par ce que je disais. Et donc les gens étaient choqués, quoi. Ils voyaient ça arriver, un anarchiste qui raconte des trucs, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait là? Et c'était super virulent sur Facebook. Mais en vrai, à l'époque, Facebook était déjà un peu mort, donc je m'en foutais un petit peu. Et par contre, sur YouTube, c'est ce que je dis, c'est vraiment une bulle. L'algorithme YouTube montre aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Et donc, 99% des gens qui regardaient mes vidéos étaient d'accord avec moi, voire étaient beaucoup plus radicaux que moi. J'ai souvent eu des commentaires, pas de gens qui me disaient tu racontes n'importe quoi, c'est l'idée opposée. C'était plutôt ce que tu dis c'est bien, mais ça va pas du tout assez loin. T'as oublié ça. Voici toutes mes sources. Ou alors, oulala, attention, tu es trop modéré. Sois plus radical là-dessus. Enfin, j'étais étonné, quoi. J'ai appris beaucoup des commentaires sur YouTube. Ça a été très bienveillant et bienveillant à moitié. C'est-à-dire que t'avais souvent des gens qui la première partie du message c'était t'es qu'un gros con, ce que tu dis c'est naze et tout ça, et après la deuxième moitié du commentaire c'était mais c'est quand même vachement bien, on sent que tu t'améliores, que tu te radicalises, donc que tu vas à la racine des problèmes, donc tu as et des encouragements, et donc il fallait vraiment lire le commentaire en entier pour avoir se dire bon ça va du coup. Et petit à petit, justement, tu disais que tu avais pris un parti pris de plus en plus. Moi, ce que j'aimerais savoir au-delà des commentaires, c'est peut-être ce qu'on ne voit pas ou enfin ce qui est en dehors de YouTube. Est-ce que du coup, tu as commencé à avoir peut-être des contacts de personnes pour peut-être faire de la propagande? Tu as commencé à avoir quand même une grosse portée. Tu pouvais peut-être endoctriner certaines personnes. Est-ce que tu as eu déjà des contacts de personnes pour véhiculer certains messages ou des choses comme ça? Jamais. En vrai, la seule propagande que j'ai pu faire, c'était une propagande pour des marques, quoi. Des NordVPN, des CyberGhost, des machins qui voulaient que je fasse de la pub pour leurs produits. Et donc là, oui, de manière assez transparente, j'ai fait de la propagande pour des produits pour ensuite être rémunéré et pouvoir faire mes vidéos. Mais sur le sujet de la vidéo, d'un point de vue politique, jamais, en fait. J'ai toujours choisi mes sujets. J'ai jamais eu. J'ai pu avoir des marques qui me disaient attention, parle pas trop de ça, et donc j'en parlais dans une autre vidéo plutôt que dans la vidéo en question. Mais non, j'ai jamais eu un politicien, par exemple, qui est venu et qui m'a dit fais de la propagande pour moi. J'étais assez éloigné en fait du monde politique politicien. Ok. Et à l'inverse non plus, je suppose, t'as pas forcément eu d'intimidation ou quoi que ce soit si jamais tu disais de mauvaises choses, par exemple sur Macron ou sur Mélenchon, je sais pas. Non. En vrai, il y a eu des moments il y a eu un moment quand même où j'ai interviewé un CRS qui était lanceur d'alerte, qui Ouais, a fait une interview face cachée et qui
et qui disait un peu comment ça se passait chez les CRS, quoi. Et donc là, la vidéo est passée sur Quotidien, donc il y a eu une grosse exposition. Et là, j'ai eu peur d'avoir des pressions, des choses comme ça. Et même là, je suis passé un peu sous le radar, ou du moins, j'ai peut-être pas vu. C'est dans les spams. Ouais, voilà. C'est dans les spams. Mais on a l'impression que tu aimais beaucoup ce sujet. On va aborder la phase transition. Pourquoi, au bout d'un moment, tu as plutôt arrêté de parler de politique et tu as commencé à parler d'autres choses, notamment d'écologie et là, un peu la maison que tu as construite, par exemple? Ouais, ben en fait, si tu veux, t'as la chaîne YouTube. Je disais 2013, mais 2013 c'était ma première chaîne YouTube. La chaîne YouTube politique, c'était 2016 plutôt. Et tu vois, de 2016 à 2017, il y a eu toute cette campagne politique, l'arrivée de la France Insoumise. Enfin non, à l'époque ça s'appelait la France Insoumise, tout ça déjà. Donc c'était super passionnant. Il y avait beaucoup de choses à dire politiquement parlant. Ensuite, de 2017 à 2022, ben il y avait beaucoup de nouveaux sujets qui arrivaient sur l'écologie, la politique, le social. Enfin, il y avait énormément de choses à dire politique. Et en fait, on arrive en 2022. Et 2022, c'est exactement la même élection que 2017. C'est-à-dire que tu as Macron, Le Pen, Mélenchon. Et moi, j'étais en mode, mais je vais refaire les mêmes vidéos que j'ai fait il y a 5 ans, en fait. Je vais redire les mêmes sujets sur les mêmes personnes qui se présentent, sur les mêmes politiciens et les mêmes politiciennes. C'est bon, j'ai fait le tour, en fait. Il y a encore plein de sujets que je pourrais traiter. Mais en vrai, ça me saoule, quoi. Juste, ça tourne en rond. Il y a rien qui change. J'ai envie de faire du changement concret. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'habitais aussi à Lyon à l'époque. Et j'avais envie de quitter la ville. J'avais envie de quitter ce monde de paraître et de superflu et de pour qui on va voter, lui il a dit ça, machin il a dit ça, c'est un connard. Et puis de la ville qui étouffe, du bruit, enfin de cette vie qui va vite aussi et qui opprime. Et je me suis dit, oh putain, j'ai envie de me barrer à la campagne, de faire ma maison écologique, de parler d'écologie, mais concrète, quoi. Pas juste de la théorie et des livres que j'avais lus, même mettre la main dans le cambouis et dire, c'est quoi l'écologie concrète? Et donc, j'ai commencé mon projet de maison à ce moment-là. Je pense que la première vidéo sur mon projet, ça doit être 2022, à ce moment-là où j'en ai eu marre, quoi. Et donc, la chaîne a switché vers la construction de ma maison en conteneur maritime, la plus écologique possible, et de mon terrain sur lequel j'essaye d'être autonome. Là, il y a beaucoup de vidéos sur les panneaux solaires en ce moment parce que c'est l'autonomie la plus simple à faire pour commencer. Mais ensuite, tu vois, il va y avoir la permaculture, l'agroforesterie, comment on reprend le contrôle de notre vie, quoi, tout en respectant la planète. Ouais, il y a eu une vraie radicalisation, quoi. T'es passé de A à B, vraiment, enfin, même de A à Z, c'est assez incroyable. Mais du coup, sachant qu'aujourd'hui, bon, t'es complètement à l'opposé, est-ce que tu es toujours aussi, parce qu'on t'a vu avec les Gilets jaunes, on t'a vu faire, il y avait des meetings, où on a vu en live aussi sur YouTube. Est-ce que tu es toujours un petit peu dedans ou tu as vraiment totalement coupé? Alors, je dirais pas que je me suis radicalisé, que maintenant je suis à Z, là où j'étais à A. Mes idées ont toujours été très radicales. J'ai toujours eu cette idée de faire de l'écologie radicale, et encore ce que je fais aujourd'hui, des panneaux solaires, c'est pas de l'écologie radicale, mais j'avais surtout envie de passer de la théorie à moi qui fais des trucs. Et je suis toujours dans la vie politique, mais mais plus personnellement, c'est-à-dire que je suis ce qui se passe, je milite à gauche à droite. Enfin, dans mes vidéos, j'essaie toujours de passer quand même des messages politiques par-ci par-là dès que je peux. Mais c'est vrai que c'est moins devenu le cœur de ma vie. Avant, tous les jours, je regardais les news, et dès qu'il y avait une news sur un politicien qui a dit un truc, oh punaise, ça peut faire une vidéo, je réagis, je suis dans le temps court. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le temps long, c'est-à-dire que toute l'actualité de qui va être Premier ministre, qui va être machin, je regarde parce que vite fait, mais je m'en fous. Moi, je regarde plus, ok, comment la Terre va évoluer dans les 50 prochaines années, quels sont les phénomènes qui sont à l'œuvre. Enfin, j'aime bien me poser maintenant et réfléchir long terme que d'être à fond et court terme. Ok. T'as parlé d'un business plan au début, quand tu t'es lancé sur YouTube. Quand tu as pris cette décision de switcher, de passer sur le côté écologie, est-ce que tu as réfléchi au fait que ça pourrait te faire perdre de l'argent, par exemple, que tes abonnés ne te suivent plus, ou tu t'es juste dit j'ai envie de faire ça, je le fais, et peu importe les conséquences? C'est vrai qu'il y a eu deux choses, quoi. Il y a eu
le côté déjà juste personnel, quoi. La chaîne, je l'ai passée de Demos Kratos à Julien Malara parce que je me sentais un peu étouffé dans le mot Demos Kratos, parler que de démocratie, que de politique. J'avais envie de parler de tout ce qui m'intéressait. Donc déjà, cette transition, on va dire, de ligne éditoriale, elle a été compliquée à faire. Ça m'a mis bien 1 an avant de me décider et discuter avec plein de gens. Mais c'est vrai que en plus, tu as la couche économique par-dessus où tu te dis c'est pas juste mon hobby, quoi. C'est ma vie professionnelle, c'est mon métier et il y a 2, 3, 4 personnes qui bossent avec moi. Est-ce que ça va pas être un risque économique et qui va risquer le boulot des gens avec qui je travaille ou le mien même? Et donc ouais, mais en fait, quitter la politique pour venir dans le concret, la construction d'une maison, l'autonomie solaire, les choses comme ça, en réalité, je savais que ça allait m'ouvrir beaucoup plus de portes. Tu vois, à l'époque, quand j'avais une chaîne YouTube politique, c'était très compliqué d'avoir une sponsor, d'avoir une marque qui me sponsorisait une vidéo, parce qu'en fait, quand tu fais du commerce, tu fais pas de la politique, quoi. NordVPN, ils ont pas envie d'être dans une vidéo où je dis ah bah l'État. Et alors que maintenant, dans une vidéo où je dis il faut construire des maisons écologiques, c'est important de bien isoler, nanana, bah là, ça va, politiquement, c'est assez neutre. NordVPN accepte de revenir, quoi. Et donc finalement, cette transition m'a permis beaucoup plus d'opportunités commerciales. C'était pas l'objectif premier du tout, mais c'est vrai que finalement aujourd'hui, économiquement, ça va 8 fois mieux que quand je parlais politique. Donc voilà, c'est. Et au-delà de l'aspect économique, tu avais quand même une communauté engagée. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pensé à eux à ce moment-là? Tu t'es dit peut-être je vais perdre une partie de ma communauté, peut-être qu'elle va mal réagir. Est-ce que je vais faire autant de vues aussi? Forcément, les vues font partie du modèle économique aussi. Comment ça s'est passé dans ta tête? Et d'ailleurs, tu as fait autant de vues, voire plus qu'avant. Comment tu l'expliquerais? Ouais, en fait, ce qui était intéressant, je regarde beaucoup les YouTube Analytics, les statistiques YouTube, et en fait, je vois que je crois que c'est 80% des vues que je fais sur mes vidéos sont de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Parce que l'algorithme YouTube a évolué de telle sorte au fil du temps que maintenant, on montre plus ton contenu à tes abonnés, on le montre aux gens à qui ça pourrait plaire. Donc en fait, je n'ai jamais eu vraiment de communauté qui a suivi mes vidéos régulièrement. En plus, j'ai changé de ligne éditoriale plusieurs fois. J'ai commencé par parler démocratie, après un peu plus militantisme, après plus anarchisme. Après, j'ai parlé un peu plus écologie radicale. Donc déjà, mon public, il a changé plein de fois. YouTube, ne montrait pas forcément mes vidéos à mes abonnés, mais aux gens qui pouvaient être intéressés. Et donc, quand j'ai switché vers les maisons écologiques, les maisons conteneurs, en fait, YouTube a simplement trouvé une autre audience. Et YouTube, je pense que les abonnés que j'ai aujourd'hui, enfin même pas les abonnés, parce que les gens s'abonnent plus sur YouTube. En fait, tout le monde regarde dans son onglet accueil ce que YouTube lui propose. Et donc, les gens qui regardent mes vidéos aujourd'hui, je pense, t'as encore quelques-uns qui datent d'avant, qui me disent « Oh, tu pourrais refaire des vidéos politiques quand même ». Tu vois, donc il y en a quand même qui restent. Mais l'immense majorité, c'est des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui sont intéressées par mes sujets et qui savent pas du tout que j'ai parlé politique avant, quoi. Okay. Et par contre, en termes de nombre de vues, je pense que là, aujourd'hui, je fais plus de vues qu'avant parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'autoconstruction d'une maison, à l'autonomie solaire pour faire des économies d'énergie et des économies sur ta facture. Tu as atteint un public beaucoup plus large que quand tu parles de faire la révolution. Donc tu vois, ça a pas été immédiat, c'est-à-dire que immédiatement après mon changement de ligne éditoriale, il y a quand même eu un moment où ça a baissé un petit peu, mais en fait petit à petit les sujets étaient assez larges pour attirer une nouvelle audience et aujourd'hui j'ai une audience pas forcément beaucoup plus grande qu'avant non plus, hein. Ça a pas beaucoup évolué, mais en tout cas, tu vois, demain je pourrais faire une vidéo sur quelle voiture électrique est la plus puissante, j'en sais rien. Et YouTube va trouver des gens qui seront intéressés par cette vidéo, même si ma communauté de base s'en fout de ce sujet, quoi. Je sais que n'importe quelle vidéo fera plus ou moins des vues et fera plus ou moins des vues dans les prochaines années. YouTube, c'est vachement, je publie une vidéo, si ça se trouve, elle va pas du tout marcher au début,
mais dans 6 mois, 1 an, le sujet va être assez intéressant. Et en fait, YouTube va reprendre ma vidéo, va la montrer aux gens. Et je vois mes stats, des fois, les vidéos font comme ça, et paf et 1 an ou 2 ans après, quoi. Donc, je pense long terme. Bah, là, tu parles pas mal de l'algorithme, tu parles des données analytics, mais il y a aussi, quand on regarde les données analytics, il y a forcément pour YouTube l'importance du watch time, si tu intéresses les gens, etc. Et tu as aussi quand même une certaine personnalité, tu as une éloquence. Donc, il y a l'algorithme qui fait, mais il y a aussi toi. T'as pas parlé de toi. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi ton personnage, ton éloquence, ton caractère qui fait que les gens aiment te suivre, aiment t'écouter et que du coup, tu fais plus de rétention? Est-ce que tu as des techniques de rétention, les titres, etc. Je pense que tu dois avoir pas mal de stratégies et qu'il n'y a peut-être pas que l'algorithme dans tout ça. Alors oui, je pense qu'il y a ma personnalité, le fait qu'avec le temps, j'ai appris à parler, à être à l'aise à la caméra. Mais tu vois, en rétention, je pense pas que je sois très très bon. Sur une vidéo, je crois en moyenne, j'ai 30% de rétention. Donc les gens regardent en moyenne 30% de ma vidéo. Moi, je me compare à MrBeast où MrBeast, lui, 70. il dit 70% ou sinon rien. Mais après, c'est pas du tout le même type de montage et le même type de vidéo. Mais ouais, j'essaye d'analyser en fait YouTube. J'essaye d'être un technicien de YouTube et de comprendre comment construire une vidéo pour que les gens restent, que les gens la partagent. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment aléatoire en fait. Il y a des vidéos que je vais travailler énormément. Je vais faire en sorte d'avoir une intro super catchy pour que les gens soient attirés. Ensuite, parler d'un sujet, aller très vite, faire des montages très bons. Et en fait, cette vidéo va bider. Et après, je vais faire une autre vidéo où je m'en bats les steaks, machin, et elle va exploser. Et ça met tout le temps. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on publie une vidéo, on n'a aucune idée de si ça va être un buzz ou si ça va être un flop. Et à chaque fois qu'on se dit ça va être un buzz, c'est un flop. Et à chaque fois qu'on se dit bon, on publie cette vidéo, on s'en fout, c'est un buzz. Et on n'a pas encore réussi à trouver la recette du succès. Pour nous, la recette pour l'instant, c'est faire des vidéos, continuer à s'améliorer, en publier régulièrement parce que tu sais jamais laquelle va fonctionner. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux gens. Attendez pas 6 mois ou 1 an de faire la vidéo parfaite en vous disant c'est parce qu'elle sera parfaite qu'elle buzzera. Non, faites plutôt plein de petites vidéos, plein de vidéos imparfaites. Mais en fait, déjà, vous allez vous améliorer de vidéo en vidéo. Et puis, il y en aura une dans le tas qui va buzzer et c'est celle-là qui va vous permettre de passer à l'étape d'après, quoi. Vaut mieux de la quantité avec une qualité normale que une seule vidéo d'une qualité exceptionnelle, quoi. Je te rejoins totalement. Et j'aimerais revenir à quand tu t'es lancé, entre guillemets, dans l'écologie sur YouTube. Est-ce que tu étais du style à grave étudier l'écologie avant de te lancer? Par exemple, tu as lu plein de livres, tu t'es renseigné à 2000%. Ou est-ce que, entre guillemets, pendant que tu apprenais l'écologie aux gens, toi aussi, tu étais en train de l'apprendre? C'est-à-dire que le sujet de tes vidéos, à chaque fois, c'était « Ah, je fais des recherches là-dessus. Ah, c'est bien, bah, je vais en faire une vidéo. C'est sympa. » T'as appris le concept et tu le partages. Ou est-ce que tu t'es expertisé en écologie et ensuite tu as partagé ton savoir? Bah c'est vrai que j'ai commencé même la chaîne YouTube en fait quand je l'ai commencé, j'avais beaucoup de connaissances emmagasinées et donc c'était vraiment recracher des connaissances quoi. Et puis au bout d'un moment dans la chaîne YouTube, même avant que je parle d'écologie, hein, il y a un moment où j'ai tellement approfondi les sujets que forcément c'était pas de la connaissance que j'avais avant et que je mettais en vidéo, c'était moi qui continuais à approfondir ma connaissance, à faire des vidéos sur le sujet et donc j'apprenais moi-même pendant que je faisais mon scénario des choses. Et donc dans les vidéos, tu vois, au début, je suis assez sûr de moi sur ce que je dis. Et petit à petit, dans les vidéos, je disais de plus en plus, j'ai mis les sources en description, je suis ouvert au débat en commentaire parce que moi, je suis qu'un petit con, j'ai pas la vérité infuse. Ça, c'est les résultats de mes recherches. Et encore aujourd'hui, quand on parle d'écologie, c'est un sujet mais tellement compliqué et où j'apprends tous les jours et où en fait, chaque vidéo est en avance limite sur ce que moi, je sais vraiment. Ouais. Et donc, je compte énormément sur les commentaires des gens pour venir compléter ce que je dis, non seulement pour que moi je continue à apprendre, mais pour que les gens qui regardent mes vidéos en commentaire aient aussi des pistes pour me corriger, pour aller plus loin, pour que ce soit un travail collectif et pas un travail individuel, quoi. Ok.
On va parler peut-être miniature et titre. Selon toi, qu'est-ce que quelqu'un qui nous regarde doit mettre en œuvre, bien qu'on a dit juste avant que c'est un peu aléatoire si une vidéo elle explose ou pas, mais pour mettre les meilleures chances de ton côté, qu'est-ce que tu penses qu'une miniature et un titre doivent avoir pour que la vidéo elle explose? Alors c'est tellement compliqué de savoir que tu vois YouTube vient de sortir un outil qui est formidable, c'est que tu peux publier 3 miniatures et YouTube va voir laquelle des 3 fonctionne le mieux. Et donc day one, depuis que cet outil est sorti, on l'utilise pour chaque vidéo. Et à chaque vidéo, c'est pas la miniature qu'on aurait fait qui gagne. Tu vois, à chaque fois, on se dit celle-là, c'est vraiment la meilleure miniature, et c'est absolument pas celle-là qui performe le mieux, c'est une autre. Et donc c'est pour ça que c'est formidable cet outil et il faut absolument l'utiliser. Faites 3 miniatures par vidéo et laissez YouTube les tester parce que c'est trop compliqué de savoir à l'avance sur quoi les gens cliqueraient. Mais ce que j'ai appris de ces tests, c'est que globalement, moins t'as d'informations sur la miniature, mieux elle marchera. En fait, on testait des miniatures avec une phrase, un mot ou rien. Et c'est la miniature où il y a rien qui fonctionnait. Même, on a testé des miniatures où il y avait ma tête et des miniatures où il y avait pas ma tête et juste le panneau solaire, par exemple. Quand il y a pas ma tête, ça marche mieux. Bizarrement, tu vois, pour te dire à quel point les gens ne regardent pas la vidéo parce que c'est moi. Ils regardent parce que le sujet les intéresse, parce que YouTube a dit à quelqu'un, tiens, cette vidéo peut t'intéresser, mais la personne me connaît pas forcément. Et donc, c'est moins intéressant. Les gens cliquent moins souvent sur une miniature avec ma tête que sur une miniature où le sujet est vraiment mis en avant. Et donc ça, c'était une très grosse leçon parce qu'on pensait vraiment que les gens regardaient les vidéos pour moi et donc qu'il fallait toujours mettre ma tête partout. Et en fait, non. C'est encore une fois ce que je disais. YouTube montre la vidéo aux gens qui sont intéressés par le sujet, même s'ils me connaissent pas. Et pareil, le titre. Pour l'instant, il n'y a pas de A/B testing pour différents titres sur YouTube. C'est très chiant, ça. J'aimerais beaucoup pouvoir tester parce que il y a pas de recette. J'essaye quand même d'aller sur des sites où tu peux poser des questions et voir combien de gens ont posé cette question sur Google. Et ça te permet de voir est-ce que tu as un titre tu poses une question dans le titre qui est recherché par beaucoup de monde, ou est-ce que tu es le seul à poser cette question et donc personne viendra voir ta vidéo? Tu vois, il faut faire quand même des tests un peu comme ça, regarder le nombre de résultats Google que tu as à une question ou ce genre de choses pour savoir si le sujet intéresse et savoir l'angle que tu prends. Et pas hésiter à faire du putaclic. Quand je dis putaclic, c'est pas forcément mettre une meuf avec des gros boobs et dire ça alors que ça parle de panneaux solaires. C'est essayer de rendre plus sexy le sujet de ta vidéo. Tu veux parler de sobriété énergétique, dis pas le mot sobriété énergétique dans ton titre. Tu dis comment économiser 200 balles par an sur ta facture d'électricité, quoi. Faut essayer d'être direct et d'avoir des choses concrètes, que quand quelqu'un qui scrolle lit ton titre en diagonale, il est attiré par vraiment une information très courte, très simple, économiser 200 € par an. Ok, ça me parle, je clique dessus. Et t'as un gros panneau solaire et une facture d'électricité sur ta miniature. Et donc, en 2 secondes, la personne qui scrolle comprend « Ah ouais, avec un panneau solaire, ma facture, elle peut descendre de 200 €. Ok. Il n'y a pas ma tête, il n'y a pas vraiment tout ce que je raconte dans la vidéo, parce que je vais beaucoup plus loin que ça dans la vidéo. Non, je garde une idée simple. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une idée simple dans le titre, dans la miniature. C'est ce qui fera que les gens cliquent le plus, quoi. Mais encore une fois, c'est très aléatoire. Ouais, c'est vraiment attirer la curiosité du viewer et tu l'attires plus facilement en mettant une petite phrase comme ça. Mais par rapport tu disais tout à l'heure par rapport à l'algorithme qu'on a du mal à comprendre, c'est marrant parce que par rapport à la bêtise des miniatures, on a eu des personnes qui sont venues sur la chaîne et qui, eux, c'est l'inverse qui marche. C'est vraiment leur tête. Ils mettent simplement leur tête et une image et ça marche. Après, ça reste du très simpliste, mais le fait d'avoir leur tête, pour eux, ça marche beaucoup mieux en fait. Donc, je pense que ouais, ça dépend les thématiques. Ça doit dépendre aussi si tu as besoin que l'algorithme montre énormément ta vidéo parce que eux, ils avaient à peu près 1 million d'abonnés. Donc, forcément, ils ont une plus grosse communauté qui va la voir en amont parce qu'il y a toujours 10%, je crois, qui la voient au départ, au lancement de la vidéo. Mais ouais, il y a plein de petites techniques comme ça. Il y a aussi forcément l'actualité, parce que si c'est un sujet d'actualité, forcément les gens cliquent pas mal aussi à l'instant T. Donc ça peut être intéressant de le balancer à ce moment-là. Il y a des petites techniques, mais c'est vrai que c'est pas évident d'appréhender le truc. Et il y avait un truc intéressant aussi que tu voulais par rapport au titre. Je sais que moi je sais pas si tu connais Yomi Denzel. Ouais.
Ben, lui, il a fait une nouvelle technique que j'avais pas vue en tout cas auparavant. C'est qu'il utilise sa communauté et il met un onglet, tu sais, dans l'onglet communauté, Ah tu oui. peux mettre des sondages. Et en gros, il propose 4-5 titres et il dit, Ah. voilà, quel titre vous préférez. Et du coup, ben, il a à peu près 1000 votes, 2000 votes, je sais plus combien. Ah oui, ça Et lui du fait coup, son bah, ça A/B lui permet testing. de... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça peut être une Ah, petite stratégie. très très intéressant ça. Ouais. Ouais. Pas mal, pas mal. On va parler du sujet, même si c'est pas YouTube. YouTube, ça reste le contenu de ta chaîne. Je pense que le concept que tu as fait et qui relaie entre guillemets ta vie et une étape de A à Z dans la construction de ta maison, bah, c'est vraiment quelque chose qui t'assure du contenu pendant très longtemps. T'as pas besoin de te casser la tête à faire trouver des idées pour faire des vidéos. Tu peux archiver chaque étape de la construction de ta maison et du coup, tu es tranquille. Est-ce que tu penses à d'autres formats ou est-ce que tu te dis je vais bouffer là-dessus jusqu'à ce que je finisse la construction de la maison et après je vais me casser la tête, ou est-ce que je vais continuer à faire étape par étape et documenter tout ça? Bah effectivement, quand je parlais politique, c'était super compliqué parce que chaque vidéo, il fallait que j'approfondisse encore plus loin, que je découvre d'autres sujets, d'autres philosophies politiques, d'autres idées. Donc c'était un taf, mais de fou. Et en fait, faire ma maison, c'était aussi pour moi une manière de simplifier ma ligne éditoriale en disant, bah juste toutes les étapes de la construction qui sont intéressantes, ça fera une vidéo. Et sur ça, ça m'a beaucoup aidé parce que à une époque où mon planning de l'année en vidéo était vide et je faisais en fonction des idées que j'avais, là, je sais déjà tous les sujets de vidéo que je vais faire jusqu'en janvier 2025. Et c'est vraiment limite déjà planifié et tout ça. Donc, effectivement, de ce côté-là, c'est simplifier ma vie. Je sais exactement ce que je vais faire comme contenu sur la chaîne YouTube. D'un autre côté, ça m'a pas du tout simplifié la vie parce que entre lire un bouquin et ensuite tu fais une vidéo où tu résumes cette idée politique ou monter une terrasse en bois et faire une vidéo sur la terrasse en bois, physiquement, c'est pas le même taf. Et donc, tu vois, ça m'a libéré de l'esprit parce que c'est plus simple, juste spirituellement parlant, de faire une terrasse que de parler politique. Par contre, physiquement parlant, je douille, hein. Mais même au niveau logistique, je suppose, parce que quand tu filmes ta terrasse, tu as aussi le soleil, tu dois prendre en compte les intempéries, les angles de vue, alors que quand tu fais une vidéo sur la politique, bon, bah, tu as juste à mettre ta caméra fixe et en face et puis c'est bon. C'est ça, j'avais même, au bout d'un moment, j'avais mon studio fond vert, une caméra qui était toujours là, je me filmais en 2 secondes, alors que là, ouais, il y a Baptiste, mon cadreur, qui doit venir plusieurs fois filmer les travaux, m'aider un petit peu pour les travaux aussi. Il faut que les travaux soient finis avant que la vidéo puisse être tournée au final et montée. Donc tu vois, moi, ça me pousse à faire les travaux le plus rapidement possible. Donc ouais, il y a un peu plus de temps de production d'une vidéo. Mais là où je trouve mon intérêt aussi, c'est que bah tu vois par exemple pour la terrasse, et ben j'ai réussi à avoir un sponsor qui me file les pieux de fondation. Donc toutes les fondations de ma terrasse, c'est un sponsor qui me les file en échange du fait qu'on mette ce sponsor en avant dans la vidéo. Et en plus, ce sponsor bah, nous paye. Cet argent bah, nous permet de payer le cadreur, le monteur, moi. Donc je suis gagnant sur toute la ligne. Ma terrasse, c'est moi qui me la paye, mais mes fondations sont gratuites. J'ai une vidéo qui va être super intéressante pour les gens et qui en plus peut financer bah, mon équipe. Et donc voilà, c'est vraiment quand même le meilleur équilibre qu'on ait trouvé, même si c'est pas mal de taf. Est-ce que tu as connu des grosses galères un petit peu niveau timing ou niveau matériel, niveau logistique? Ah bah toujours, c'est-à-dire que sur la construction d'une maison, t'as besoin toujours de matériel et les gens qui te fournissent ce matériel sont toujours en retard. Donc ça c'est la première chose. T'as toujours des imprévus parce qu'en fait toi, qu'est-ce que je fais moi? Je regarde des tutos YouTube, je me dis c'est super simple, donc je planifie en me disant ça va mettre 2 semaines. Et en fait, au bout de 2 semaines, je me rends compte que waouh, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Il y a plein d'imprévus et donc ça met un mois.
Et donc, des fois, ça retarde des vidéos comme ça parce que les travaux vont pas assez vite. Notamment, tu vois, le bardage de ma maison, la terrasse, ça devrait déjà être fini depuis longtemps. Et là, je suis en train de rusher. donc, ouais, c'était plus simple quand même une vidéo politique de ce point de vue-là que de construire une maison, sachant que, je l'ai pas dit ça, mais j'ai aucune connaissance en bricolage. Je suis vraiment parti il y a 2 ans d'un niveau en bricolage Ikea -2, quoi. Je n'avais jamais monté de meuble Ikea de ma vie. Quand j'ai dit à ma famille que j'allais construire une maison atypique en conteneur maritime et tout seul, et ben tout le monde me prenait pour un fou, quoi. Et tu vois, ma grand-mère, à chaque fois que je l'appelle aujourd'hui, elle me dit moi j'y croyais pas. C'est super ce que t'as fait, hein. Et moi, Julien, je te dis, hein, je pensais que t'allais abandonner. Et tout le monde me le dit, tu vois, même mon père, ma mère, enfin, j'ai eu de la chance, mon père et mon frère sont bricoleurs, ils sont venus m'aider quand même pas mal de fois. Mais quand je dis pas mal de fois, j'ai quand même fait, je pense, 80% bien tout seul, quoi. Et quand ils venaient m'aider techniquement, mais moi j'avais déjà pensé tout ce qu'il fallait faire, acheter les matériaux. Donc j'ai eu de l'aide, mais quand même, je veux montrer que c'est possible pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout de se lancer dans ça, quoi. T'apprends en faisant, en fait. Et justement, par rapport à ça, surtout que, comme on le disait, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à l'écologie et à beaucoup de choses autour. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui auraient envie de faire à peu près la même chose que toi, mais qui seraient réticents parce que peut-être ça prend du temps, parce qu'ils savent pas faire, etc. En fait, j'ai envie de dire, lancez-vous dans un projet qui fait sens pour vous. Moi, la maison conteneur, c'était pas la maison la plus écologique possible. Je l'ai pas faite parce que objectivement, c'était la meilleure maison ou je sais pas quoi. En fait, c'est que ce projet m'a beaucoup parlé. Je sais pas pourquoi, il y a plein de raisons, hein, ça m'a parlé. J'ai fait un reportage en fait sur quelqu'un qui a fait sa maison conteneur et pendant que je faisais le reportage, je me suis dit c'est incroyable, je veux faire pareil. Je voulais faire exactement la même maison. Bon, après ça a un peu changé, mais ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, je me suis lancé dans ce projet-là. Et donc, j'ai pu supporter toute la difficulté de construire cette maison parce que ça me parlait, quoi. Je l'ai pas fait pour des raisons objectives. Je l'ai fait de manière très subjective parce que ça me faisait kiffer. Donc, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un projet écologique, économique, je ne sais quoi, enfin, un projet, faites un projet qui vous parle. Pas un projet qui parle aux autres. Un projet qui serait objectivement bien et où vous iriez un peu par dépit. Non, faut faire un projet qui fasse kiffer, même si c'est pas le projet parfait, c'est votre projet et donc il est parfait pour vous. Et au final, ça rejoint aussi la réussite que tu as pu avoir sur YouTube, c'est que tu étais passionné et depuis le départ, tu faisais ça avec passion et qu'en plus de ça, tu avais en ligne de mire de pouvoir en avoir un business. Et du coup, l'écologie derrière, ça a fait la même chose avec la maison conteneur et aussi YouTube à côté qui a toujours marché. Okay. Sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, c'est difficile de percer si tu fais pas un sujet, un taf qui te plaît. Si tu veux faire du YouTube parce que tu veux juste ressembler à d'autres YouTubeurs et tu te forces à traiter de sujets qui te plaisent pas, tu perceras jamais, quoi. Faut faire un truc où c'est ta passion et où t'es bon en fait dans ce sujet pour vraiment percer, quoi. Ouais. C'est tout à fait vrai, parce qu'après, en plus, tu te lasses et c'est pas un plaisir de le faire, donc tu le fais pas sur le long terme. Mais le format que tu fais sur YouTube, moi, ça m'évoque quelque chose. Tu as jamais pensé à essayer de faire des pilotes et les vendre à des chaînes de télé? Parce que moi, je vois un format comme ça, avec un mec qui il part de zéro et il construit une maison en conteneur à lui tout seul, même s'il a eu de l'aide, bien évidemment. Moi, j'ai envie de regarder ça, personnellement. Et comme je te disais hier, je disais juste à ma femme, on va interviewer Julien demain, et elle voulait voir un peu comment tu avais fait et tout. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait plaire. Est-ce que tu as déjà pensé à le proposer à des chaînes de télé? C'est vrai que c'est un programme qui pourrait plaire à la télé, c'est sûr. Mais c'est tellement un monde différent. C'est-à-dire que j'ai aucun contact à la télé. J'avais déjà essayé de faire des dossiers de subvention auprès du CNC, qui est vraiment un institut normalement pour le cinéma, la production du visuel française. C'est tellement un autre monde par rapport à YouTube, quoi. Nous, on fait tout de briques et de broc. On a des petites caméras. Tu vois, c'est un peu je dirais pas de l'amateurisme, mais c'est très léger comme prod. Et en fait, dès que tu parles à la télé et que tu leur dis, on fait ça, ils te rigolent un peu au nez, quoi. Ils sont en mode, ah ouais, vous, ça coûte que 5 000 € de faire une vidéo. Nous, ça coûterait minimum 30 000 €. Ils te prennent pas au sérieux. Et
Et en fait, c'est vraiment deux mondes. Et moi, j'ai eu du mal à percer cette frontière. Je sais que j'ai d'autres amis youtubeurs qui ont réussi un petit peu à faire des choses à la télé, mais moi, du coup, dans mon parcours, il y a jamais eu aucune opportunité qui est arrivée, et c'est juste trop de taf d'essayer de contacter la télé et de faire des choses avec, quoi. Donc, Mais, moi, je fais mes trucs sur YouTube, et c'est plus mais simple. au-delà de la télé, peut-être ne serait-ce que le format, parce que par exemple, on a eu des invités qui sont déjà venus dans le podcast. Je pense à Esprit Dog, qui ont un peu pris le concept, pas c'est pas Pascal le Grand Phare, mais peut-être Top Chef. Ils ont pris un peu le côté, Oui, ils l'ont cauchemar fait en exactement cuisine un avec des peu. chiens. Hein? Ouais. Ouais, c'est par rapport à Cauchemar en cuisine et eux avec le Ouais, c'est chien qui ça, était cauchemar en cuisine, peut-être. problématique. Voilà. Donc ils vont voir quelqu'un qui a un chien grave en difficulté, et Ah, genre après ils dressent le chien en un épisode. Et tout ça, moi je me dis ça peut ressembler à ce que toi tu fais. Je crois qu'il disait que par exemple un épisode comme ça leur coûtait 10 000 euros. Mais est-ce que toi tu vois peut-être investir plus dans la production pour pouvoir faire peut-être du contenu comme ça sur ta chaîne qui fera encore plus de vues? ouais, bah, je pense que c'est pas une question économique, parce que nous, en fait, c'est qu'on a un modèle économique très très bien rodé qui fait que ça coûte très peu cher de faire une vidéo par rapport à la télé. Ça nous coûterait pas forcément plus cher de faire ce type de contenu-là. C'est plus des inspirations, c'est-à-dire que nous, dans notre équipe, on regarde très très peu la télé. Même ça fait 10 ans que j'ai pas regardé une émission de télé. Pareil. Et donc, quand on va chercher des sources d'inspiration, on va regarder d'autres youtubeurs. Et c'est pour ça qu'on n'a pas cette envie de faire euh, quelque chose qui ressemble à la télé, qui fasse un peu émission inspirée de la télé, parce qu'en fait, on n'a pas de référence. Nous, juste, moi, je vois l'Archipel, je vois Damien Descartes, je vois de Usul, je vois d'autres youtubeurs politiques, écolo et tout ça qui font des vidéos. Et en fait, je me dis, bah, je veux faire comme ce qu'ils font parce que j'aime bien. Et c'est ces vidéos-là qui me parlent. Et donc, c'est un peu pour ça, hein. Ma ligne éditoriale, elle est vachement influencée par ce que moi je vois sur YouTube. Et je regarde beaucoup de Amixem, de MrBeast et tout. Et donc, c'est pour ça que t'as certaines vidéos où t'as un peu cette vibe, je veux quand même faire des choses un peu marrantes et fun. Et après, je me dis, ah, c'est quand même pas mon public, il faut que je refasse des trucs un peu plus sérieux, quoi. Mais ce serait des concepts qui peuvent marcher, que ce soit à la télé ou sur YouTube, ça c'est Ouais. sûr. Parce que ça me fait penser à, c'était l'émission avec Emmanuel, je crois qu'il s'appelait Emmanuel, ouais. Même il y avait des volontaires et ils devaient retaper une maison. Ah, Je sais ok. pas. Ah, mais si tu regardes peu la télé, ouais, t'auras peut-être pas la ref. Nix, tu l'as pas, toi? Tu sais, c'est avec. Il s'appelait Emmanuel et il allait dans des villages, il allait retaper une maison et puis il disait Non, voilà, on a besoin de charpente, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de J'ai matériel, vu des on a parodies besoin de sur le volontaires. Palmacho, mais Ouais, bah voilà, bah c'était exactement ça. Et pour le coup, c'était une émission qui marchait très très bien à la télé parce que tu voyais tout le problème au départ. Tu disais, mais jamais il va y arriver. Et puis finalement, il arrivait à réunir des bénévoles, à réunir du matériel, des enseignes qui donnaient du matériel et tout ça. Et au final, ils arrivaient à retaper la maison et à faire que, ben ça y est, la famille pouvait vivre dedans. Et ça, c'était un concept qui marchait très bien. Donc, à l'heure où l'écologie marche de mieux en mieux, je pense que ce genre de concept, ça pourrait bien marcher. bah, là, tu vois, moi, je vais lancer dans pas longtemps, là, c'est un peu un teasing que je fais sur la chaîne, mais je vais lancer dans pas longtemps une offre d'accompagnement pour aider concrètement les gens à construire leur maison en contenant maritime, parce que j'ai des milliers de personnes qui m'envoient des mails, je dis des milliers, des centaines, mais peut-être des milliers depuis 2 3 ans, qui me posent des questions sur comment faire une maison conteneur, ça me plaît, moi aussi j'ai envie d'en faire une, machin. Et donc on se dit, on va aider concrètement les gens à le faire, en leur donnant des formations, des visios où je les aide, en leur faisant des plans de leur maison, enfin plein de choses. Ça sortira là dans les semaines, mois qui viennent sur nos réseaux. Ça, ce serait peut-être une première étape justement pour ensuite faire des vidéos où je vais voir les gens qu'on accompagne, les gens avec qui on a designé les plans et ça, et je les aide concrètement, et ça pourrait faire effectivement des épisodes autour de certains projets. Donc ouais, il y a un peu de l'idée qui arrive là-dessus. Et quand tu construis des choses, par exemple quand tu fais des épisodes, est-ce que la peur de l'échec, entre guillemets, de pas réussir à faire le concept de la vidéo, te ralentit ou te fait que tu tentes pas la vidéo si le niveau de difficulté il est trop élevé, ou est-ce que tu te dis même si genre on n'y arrive pas, ça fera une vidéo sympa? En fait, j'ai jamais eu de cas où on se dit on va pas y arriver. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que bah, construire la maison, moi j'étais persuadé que j'allais y arriver. Ça allait être galère, j'allais mettre du temps ou ce genre de choses-là, mais
j'étais persuadé que ça allait le faire, quoi. Et encore aujourd'hui, tu vois, la terrasse, je sais que ça va être quand même galère à faire. Le bardage, là, je suis en train de terminer, c'était galère à faire. La vidéo bardage a 1 an de retard parce que voilà, tout a pris du retard. Mais elle sortira quand même, cette vidéo bardage, parce qu'en fait, je sais que rien n'est impossible. Et donc, il y a forcément une vidéo qui sortira. Et dans cette vidéo, moi, je mets un point d'honneur à dire tous les moments où c'était galère, où j'ai pleuré sous la douche, où j'en ai chié, parce que j'en ai marre des tutos que moi je regarde. Ça paraît super simple. Moi, je le fais, je me fais démonter. Et donc, dans mes vidéos, je prends un point d'honneur à dire, attention, là, il y a le montage, donc ça paraît facile. Mais moi, c'était des semaines de galère, quoi. Tiens, et je m'amuse en le faisant, donc ça va, quoi. Mais c'est là où je voulais t'amener parce que je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs qui se rendent pas compte de la force que c'est de mettre l'échec dans la vidéo et surtout la désorientation que ça peut faire au cours d'une vidéo que tu regardes quand il y a un sorte de moment où ça monte et toi t'es optimiste, après il y a un gros problème et du coup tu dis ah je vais pas y arriver, etc. Et là normalement pour moi il y a un pouvoir d'attraper la personne qui continue à rester parce qu'après tu dis ah mais si jamais je faisais ça. Et après, tu repars sur un niveau d'ascension. Et moi, je trouve que c'est le genre de vidéo qui captive. Un truc où c'est tout lisse. Et, ah, je fais ça, ensuite je fais ça. Où il n'y a pas de drame, où ça monte, où ça descend. Pour moi, c'est un peu ennuyeux. C'est vrai qu'en termes de storytelling, c'est beaucoup mieux de faire ça, de faire, je vais faire ça, il y a un problème, solution, un peu de tension, de suspense, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Mais en vrai, nous, on le fait très peu parce que j'ai toujours eu la volonté que mes vidéos soient des tutoriels pour les gens parce qu'il y avait vraiment aucun tuto pour les maisons conteneurs. Et donc, j'avais envie que les gens puissent regarder ma vidéo et que tu aies vraiment un tutoriel étape par étape. Et donc, que tu n'aies pas forcément ce storytelling un peu émission loisir, mais que tu aies plutôt ce côté tuto. Le mec, il est dans sa maison en train de bricoler, il lance ma vidéo et il peut regarder ce que je fais et il fait pareil. Parce que c'est comme ça que je bosse, moi, en fait. Ouais. Je lance un tuto YouTube, je regarde ce qu'il fait concrètement et je me dis, ok, il a mis ça là, et ben je le mets là. Et j'avais vraiment envie que mes vidéos soient des livres, des bibles, des tutoriels pour les gens, plus que un côté loisir fun. Mais vu mais il y a peut-être moyen de faire les deux, quoi. Il faudrait qu'on regarde certaines vidéos où on ferait des tutoriels assez neutres et d'autres où on pourrait faire un peu du storytelling et tout ça, notamment quand on va faire des reportages chez les gens. Là, c'est moins un tutoriel et donc il pourrait y avoir un peu ce côté problème, machin. Il faudrait que j'apprenne à écrire une vidéo comme ça, quoi. Quelle erreur que tu as commise tout au long de ta carrière sur YouTube et que tu peux dire ici dans le podcast les gens qui nous regardent, ils peuvent éviter, ça leur fera gagner peut-être du temps. Alors, bon, dans la maison, des milliers d'erreurs, mais je pense que c'est pas ça la question. Mais sur YouTube, les erreurs que j'ai pu faire, il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qui peut être intéressant pour les gens? Erreurs que j'ai pu faire, je dirais l'équipe qui était autour de moi. J'ai pu faire l'erreur peut-être à un moment de trop vouloir que ce soit horizontal, de pas assez séparer les rôles de chacun. À un moment, tu vois, toutes les vidéos qu'on faisait, tout le monde avait son mot à dire sur le scénario, sur ce que je disais, et donc ça fait que ça devenait très lourd de produire une vidéo parce que les rôles étaient pas bien répartis. Et au bout d'un moment, on a vu que ça fonctionnait plus et on a dit attendez, on va répartir les rôles. Le cadreur, il va cadrer les vidéos, mais il a plus son mot à dire sur le scénario parce que sinon c'est infernal. Le monteur, pareil. En fait, chacun a son rôle, chacun amène ses compétences, mais n'empiète pas sur celles des autres. Et c'est très important. Ça vraiment, c'est, je dirais, une des plus grosses erreurs que j'ai fait, qui pendant 1 an a fait que c'était très compliqué de faire des vidéos. C'était de pas avoir assez séparé les rôles de chacun et ne pas avoir donné aussi assez d'importance à chaque rôle. Tu vois, à l'époque, le monteur, moi, j'étais derrière, je regardais ce qui montait, je faisais énormément de retours. Petit à petit, maintenant, je laisse beaucoup plus de liberté au monteur. S'il a fait ce choix, je le respecte. C'est lui maintenant qui sait. Pareil pour le cadreur. Pendant qu'on tourne une vidéo, j'essaye de pas être derrière lui tout le temps à lui dire oh fais ça, moi je vois ça. Je lui laisse aussi pas mal de liberté et de prise de décision.
Mais ça demande d'avoir confiance dans ses équipes. Tu vois, au tout début, c'était des potes plus que des collègues. Donc, j'avais pas forcément confiance à 200% dans leur capacité. Donc, j'étais peut-être un peu trop derrière et je faisais 8 tafs en même temps. Et là, maintenant que j'ai confiance dans leur capacité et qu'on a bien défini les rôles de chacun, et ça nous fait gagner un temps fou. On est meilleur dans ce qu'on fait. On s'entend mieux. Le travail est plus simple. Enfin, voilà. C'est segmenter les tâches, c'est très important. Et par rapport au fait de déléguer, tu as délégué, on va dire, assez vite. Tu parles d'avoir délégué à des potes plus que à des gens qui ont les connaissances, on va dire. Mais est-ce que si c'était, on va dire, des professionnels qui ont vraiment les compétences plus que des potes, tu aurais délégué aussi vite peut-être? Peut-être que tu aurais moins eu confiance aussi. Alors, déjà, mes potes, je les ai embauchés parce que ils étaient ultra compétents. C'est-à-dire que Baptiste, que j'ai embauché en cadreur, monteur, enfin qui a été là presque dès les débuts, en fait, dès le lycée, quand on faisait des vidéos, il était ultra bon. J'ai toujours admiré son travail. Il a fait ensuite un BTS audiovisuel. Donc, techniquement, il est diplômé de ce métier. C'est un professionnel de ce métier. Et donc, je l'ai embauché parce que je le connais depuis longtemps et que je sais de quoi il est capable, parce que il avait son diplôme. Et donc, tu vois, c'était facile de lui déléguer parce que je savais de quoi il était capable et en même temps, je savais qu'il était formé, quoi. Et puis en plus, moi, j'étais pas formé à l'audiovisuel, donc même s'il avait pas fait d'études dans l'audiovisuel, je lui aurais fait confiance quand même parce que je sais très bien que moi, je sais faire des vidéos alors que j'ai jamais appris à l'école à en faire. Et pareil, Théo, qui est monteur de cette vidéo, de toutes les vidéos sur la chaîne, il a fait un BTS monteur vidéo, donc je le connais depuis le lycée, je sais qu'il sait faire des vidéos. Il a fait une formation là-dedans et donc je l'ai embauché. Tu vois, il y a quand même les deux. Je sais qu'ils sont doués, c'est mes potes et donc ça m'autorise à leur déléguer beaucoup de choses, quoi. Et sur l'aspect délégué et sur l'aspect travail, il y a beaucoup de gens en majorité qui ont des réticences à travailler avec des amis ou avec la famille parce que ça peut empiéter sur les relations, etc. Des fois mettre fin à des amitiés ou avoir des problèmes dans la famille. Toi, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est plutôt bien passé? Est-ce que tu as connu quand même quelques frictions? Moi, par exemple, j'ai toujours refusé, on va dire l'occasion s'est jamais vraiment présentée, mais j'ai toujours refusé de travailler déjà avec ma copine. J'avais vraiment envie que ma vie privée et ma vie professionnelle soient séparées. Si ta copine commence à être ton partenaire, tu parles boulot tout le temps, tu te frites au boulot et du coup tu te frites à la maison, ou tu te frites à la maison et ça te frite au boulot. Ça, j'ai voulu séparer assez vite. Par contre, avec mes potes, je me suis posé la question à un moment aussi de me dire attention, il faut que collègues, potes, ça peut poser des problèmes. Moi, j'ai eu de la chance. Le fait que ce soit mes potes, ça a permis que ce soit très transparent et que ça évite plein de problèmes. Tu vois, quand on s'est dit attention, là, on gagne pas beaucoup d'argent, donc les salaires vont pas être très hauts, mais dans 1 à 2 ans, on va gagner plus et donc on se mettra tous des salaires plus hauts. En fait, tu dis ça à des gens que tu connais pas. Tu vois, ils sont en mode bof, c'est bizarre comme discussion, quoi. Soit tu me payes pas, mais voilà. Tes potes, eux, en fait, ils sont dans ton projet, ils sont en mode bah oui, t'inquiète. Et puis j'ai toujours été très transparent, je leur ai toujours dit à tous, on se paye tous la même chose. Moi, je gagne la même chose que le cadreur et que le monteur. Tu vois, enfin, tous on gagne la même chose. Je vous fais tous les 6 mois un état des bilans de la boîte pour que vous sachiez l'argent qu'on a et du coup combien on arrive à se payer. Et donc en fait, il y avait cette confiance mutuelle de potes qui font un projet ensemble qui fait que voilà, quand il y avait moins d'argent, on se payait moins, quand il y avait plus d'argent, on se payait plus, quand il y avait beaucoup de travail d'un coup, il y a personne qui râlait parce qu'il y avait beaucoup de travail parce qu'en fait on sait que voilà, il faut le faire. Et puis après, quand il y a moins de travail, il y a personne qui vient fliquer en disant attention, on travaillait. Non, on se dit il y a moins de travail, on prend un peu des vacances, tu vois. Enfin, ça rend les choses beaucoup plus légères. Mais il faut trouver les potes avec qui ça peut marcher. Parce que tu peux vite tomber quand même sur ton pote qui branle rien et qui, parce que c'est ton pote, t'as du mal. Moi, je savais que les personnes aussi, mes potes étaient très sérieux et que j'allais pas avoir ce genre de problème, quoi. Ouais, non, c'est bien résumé. Ça peut vraiment aller très très haut parce que tu as aussi le truc aussi affect forcément. Un peu comme une équipe de foot, j'ai envie de dire. Si les mecs s'entendent bien, ils ont envie d'aider les autres, etc., etc., et ça va bien fonctionner dans le vestiaire et sur le terrain. Et à l'inverse, ça peut aussi être catastrophique. 2011, je crois que tu as dit, c'était quand tu as lancé ta première chaîne. Ouais, c'est loin. Ça fait du coup plus de 13 ans sur YouTube. Ma question, elle est simple, parce qu'en général, on voit pas
des durées aussi longues sur YouTube, est-ce que t'en as pas marre? Est-ce que t'as pas envie de faire autre chose? Ouais, je crois que ça fait, ouais, tu dis 2011, je crois que c'était 2013 non, 2012. Je crois que c'est 2012. Je me dis, ouais, c'est tellement il y a longtemps que, comme les vieux maintenant, je perds quel âge j'ai quand j'ai commencé sur YouTube. Euh, je dirais pas que j'en ai marre, mais c'est vrai que je commence à me dire que j'ai envie de faire d'autres choses. Parce que YouTube, c'est quand même la loi de l'aléatoire, en fait. Tu te fais chier à faire une vidéo de taré et tu sais pas comment ça va fonctionner sur YouTube. T'as énormément de YouTubeurs qui arrivent tous les jours, qui sont 1000 fois meilleurs que toi, qui font plus de vues. YouTube t'oublie très vite pour mettre quelqu'un d'autre en avant. C'est un métier quand même très, très, très hasardeux. Et donc, c'est une source de stress constante. Dès que tu sors une vidéo, tu regardes est-ce que ta vidéo a bien performé, non, merde, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, c'est quand même beaucoup de stress, alors que au contraire, en parallèle, tu vois, on fait des vidéos aussi pour des clients, des entreprises, des associations, des particuliers. C'est beaucoup plus chill de bosser pour un client. T'as une personne, elle aime ou pas ta vidéo, bah si elle l'aime pas, tu la modifies, mais en tout cas, elle te paye pour une vidéo. C'est assez carré, t'as pas d'imprévu, tu vois, c'est assez facile. Et ça nous plaît aussi pas mal. Donc on fait, tu vois, un tiers de notre activité, c'est ça, des vidéos avec des entreprises, des particuliers, des associations. Et deux tiers, c'est YouTube. Mais à long terme, je compte quand même diversifier pour qu'on ait un tiers YouTube, un tiers, on accompagne des gens très concrètement à devenir autonomes en électricité, à construire leur maison écologique, tu vois, des choses où on voit des gens concrets. Et pareil, toujours la boîte de prod où on produit des vidéos pour des personnes tiers. Essayer de diversifier pour pas se faire chier et surtout pour pas pour que ce soit moins risqué, quoi. Parce que voilà, faire 100% du YouTube, c'est quand même vachement risqué, hein. Ta chaîne, elle peut mourir du jour au lendemain, tu peux perdre très vite des sponsors, enfin c'est quand même très hasardeux, je trouve, même si finalement quand tu regardes sur mes 10 dernières années, ça a fait que augmenter et il y a eu le hasard a été très peu présent, quoi. Il y a quand même il y a quand même une logique dans la construction de la chaîne, mais ça me fait peur quand même les réseaux sociaux. Et puis moi aussi je commence à en avoir marre des réseaux sociaux, quoi. C'est toujours tout de suite, rapidement, ta vidéo elle est vite oubliée, enfin. C'est ça, on en parle quasiment tous les jours avec Recoba. Et je crois que c'était justement hier encore, je lui disais, ben en fait, nos chaînes YouTube, du jour au lendemain, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, etc., etc. Donc on est en train de mettre en place aussi à côté des accompagnements, des formations, etc. Oui. Pour développer notre business à côté. Et justement, souvent on a ce parallèle entre est-ce qu'on accompagne les particuliers ou les professionnels. Et souvent je lui dis, les professionnels c'est tellement plus simple et que des fois je sais pas si tu veux te casser la tête à accompagner des particuliers ou c'est un peu plus difficile. Mais il y a vraiment une loi générale que j'ai observée. Plus la personne avec qui tu bosses a de budget, plus elle s'en fout du résultat. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. tu bosses avec un particulier qui a 100 euros de budget, toi tu vas réussir à lui dire non 150 parce que quand même je vais beaucoup travailler. Il sera super exigeant parce que 100 balles pour lui c'est énorme. Tu bosses avec une entreprise, elle va te payer 10 000 balles, elle s'en fout. Et en fait du coup tu as beaucoup plus de liberté de création aussi, tu vois, au-delà de la question financière. Nous, à chaque fois qu'on a bossé pour des gens qui avaient des budgets un peu illimités et qui s'en foutaient du résultat, on a fait des choses de fou parce qu'on se disait, bah on a carte blanche. Alors que tous les petits clients, putain, mais ils voulaient savoir chaque truc, ils ont demandé 800 versions, ils te font pas confiance en fait. Ils te laissent pas carte blanche et donc le résultat final est moins bien. Et donc, ouais, si tu dois accompagner des gens, accompagne des professionnels plutôt que des mecs qui ont pas de budget, quoi. Vous avez entendu, si vous êtes un professionnel et vous essayez de vous développer sur YouTube, rendez-vous sur créateurdesuccès.com. Bon, j'ai vu aussi que t'as développé Instagram et TikTok. Sur chacune de ces deux plateformes, t'as plus de 100 000 abonnés. Nous, en général, on parle de YouTube, mais j'aimerais bien savoir comment t'as fait pour développer ces plateformes, parce que pour moi, Instagram, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre 100 000 abonnés que YouTube. Donc, j'aimerais bien savoir tes techniques et comment t'as fait. Alors en fait, il faut savoir déjà que je déteste TikTok et Instagram. C'est-à-dire que je ne passe 0 minute de ma journée sur ces réseaux. Je n'arrive pas à consommer de ces contenus. Moi, je suis YouTube à 100%. Mais je sais que, businessment parlant, pour me développer, je suis
obligé de faire des contenus verticaux à destination de YouTube Short, Instagram Reel et TikTok et Meta Reel et que sais-je, il y en a eu 1000 des plateformes maintenant. Donc je m'oblige à le faire, mais en fait je déteste tellement ça que c'est très très compliqué pour moi. Tu vois, là ça fait peut-être 2 ou 3 mois que j'ai pas publié de contenus verticaux pour la simple et bonne raison que j'avais une stagiaire qui était chargée de faire ça. Et ça marchait très bien. On publiait 4 ou 5 verticaux par semaine. Et ça a fait exploser tout, hein, notre nombre d'abonnés sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Enfin, ça marche vraiment de faire du contenu vertical. C'est vraiment... aujourd'hui, pour avoir du succès sur les réseaux sociaux, faites du contenu vertical. Le problème, c'est que moi, ça me saoulait. Donc, j'ai délégué à une stagiaire qui a terminé son stage. Et depuis, j'ai pas retrouvé de stagiaire. Moi, j'ai pas le temps et pas l'envie. Même si je sais que c'est capital pour mon business de faire du contenu vertical. Tu vois, c'est ce que je disais, il faut faire quelque chose qui te passionne parce que sinon c'est ultra difficile. Et en soi, je pourrais faire du contenu vertical facilement. D'ailleurs, mon monteur m'a monté plein d'extraits verticaux de mes vidéos longues. Enfin, je les ai sous la main là, ils sont sur mon ordinateur, je pourrais les publier. Mais ne serait-ce que les programmer et les publier, ça me saoule à un point parce que les outils sont nuls. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé de programmer des trucs sur Instagram ou TikTok, mais ça plante tout le temps, il y a toujours des bugs, tu peux pas vraiment programmer très longtemps à l'avance parce que il y a des limitations techniques. Enfin, c'est un enfer et ça prend des heures de travail pour faire un truc pas intéressant. Et donc il faut que je trouve quelqu'un qui le fasse à ma place, qui soit vraiment bon. Mais c'est ça. Aujourd'hui, pour avoir du succès sur les réseaux, faut faire du contenu vertical. Mais par contre, l'audience que tu attires avec ton contenu vertical va très peu voir ton contenu long. J'ai remarqué ça. T'as beau avoir, il y a plein de youtubeurs, ils ont des millions d'abonnés, ils ont des millions de vues sur leurs contenus verticaux. Ils essayent de sortir des contenus longs. Leurs contenus longs font aucune vue. Ils font 10 000, 20 000 vues sur leurs contenus longs. Donc voilà, je suis pas certain non plus que ton contenu vertical permette à ce point-là de mettre en avant ton contenu long. C'est vraiment un contenu indépendant en fait. On a longtemps cru que c'était des teasers pour tes contenus longs. Finalement, pas tellement. Faut vraiment le voir comme un truc à part et qui, pour l'instant, est difficilement monétisable aussi. C'est pour ça que moi, j'ai très peu d'intérêt dans les contenus verticaux. C'est que ça me saoule d'en faire. Il y a très peu de moyens de les monétiser pour l'instant. Et en plus, ça ramène même pas des gens vers mes contenus longs. Donc, il faut que je le fasse quand même. Mais voilà, il n'y a pas assez d'arguments pour que je me bouge le cul, quoi. Ouais, c'est plus le contenu vertical, il va vraiment t'aider, je trouve, pour Instagram surtout, parce que Instagram aujourd'hui, c'est un petit peu la vitrine. Tu sais, quand tu vas voir un professionnel ou un particulier, quand il voit que tu as 100 000, 200 000 abonnés, bon, t'as l'air sérieux. Tu sais, c'est un peu comme ton LinkedIn, ça marche plutôt bien à ce niveau-là. Mais et du coup, ouais, les réels peuvent vraiment t'aider là-dessus. Mais par contre, c'est clair que sur YouTube, attention, parce que mélanger les deux, c'est pas forcément idéal. En plus de ça, ça rémunère très peu, donc autant travailler des vidéos longues. Et c'est clair que on l'a vu, ça s'est avéré au final. Ta communauté qui regarde ton contenu court ne viendra pas forcément, ou c'est un petit pourcentage qui viendra sur ton contenu long. Donc au final, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et même pour l'algorithme, ça peut fausser un peu le truc et au final être plus préjudiciable qu'autre chose. Après, moi, tu vois, sur ma chaîne YouTube, je fais short et vidéo longue sur la même chaîne, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que YouTube a séparé un peu les deux quand même dans l'algorithme. Il comprend que c'est pas la même chose. C'est un peu moins préjudiciable qu'au début. Par contre, c'est un bordel après dans tes analytics. Parce que tu as un short mélangé avec une vidéo. En fait, tes analytics te disent « Ouah, tu fais des millions de vues, t'es génial !» Mais en fait, c'est tes shorts qui font des vues et tes vidéos longues en font pas forcément. Donc, c'est plus compliqué à analyser. Par contre, là où moi, je vois un intérêt quand même businessment parlant, c'est que la plupart des marques avec qui on travaille nous donnent des bons budgets pour faire la vidéo longue parce que on leur fait un pack où on leur dit il y a une vidéo longue, mais en plus de la vidéo longue, on fait 3 shorts et ces shorts sont diffusés sur notre chaîne YouTube où tu as 200 000 abonnés, sur le TikTok où tu as 100 000, sur le Instagram où tu as 100 000, sur Meta, sur Facebook où tu as presque 100 000. Et en fait, nous, on le met toujours comme un bonus, mais ça nous permet de négocier quand même des prix plus importants pour nos sponsors. Et parce que en fait, on leur explique aux marques, c'est bien d'avoir une sponsor sur une vidéo longue, mais si vous pouvez avoir plein de petits spots partout en plus, c'est mieux. Et donc, tu vois, on arrive à négocier 1 000 ou 2 000 euros de plus sur nos sponsors grâce au contenu court.
Donc tu vois, je dis, on n'arrive pas à le monétiser, mais en fait, si, quand même de plus en plus. Et donc, c'est quand même important d'en faire. Et si ça vous fait kiffer, bah alors là, faites-en plein, quoi. Si ça vous fait pas kiffer, prenez un bonne petite stagiaire. astuce pour le coup. Ouais. Bonne petite astuce. Ouais, moi personnellement, je déteste. Hein. J'en fais pas. J'ai essayé un moment, mais je supporte pas ça. Et c'est bizarre parce qu'on pourrait dire non mais attends, tu fais du contenu long, t'es capable de faire du contenu, des vidéos de 20, 30, 40 minutes et juste une petite vidéo d'une minute 30, 2 minutes max, t'es pas capable de le faire. Mais ouais, en fait, c'est quelque chose de différent et ça me passionne pas du tout, quoi. J'aime pas ça. Tu sais, c'est un peu fake, quoi. T'es obligé d'être hyper speed pendant 1 ou 2 minutes, de faire un truc hyper monté, et je trouve que c'est un peu, ouais, c'est pas spontané, c'est un petit peu Ouais. fake et j'ai beaucoup de mal. Et puis au-delà aussi des plateformes que j'aime pas du tout, surtout TikTok par exemple, où ah ouais, c'est horrible. Mais là, vous, avec vos contenus podcast comme ça, vous pourriez faire mais des milliers de shorts et vous avez des IA qui peuvent faire ça incroyablement bien. Je sais pas si vous connaissez, mais tu as déjà CapCut, le logiciel de montage de TikTok. Tu peux mettre ta vidéo longue et il te trouve automatiquement les extraits qui seraient intéressants et il te les monte en vertical, il te fait les sous-titres, t'as plus qu'à publier. Ou tu as un autre logiciel qui s'appelle Opus Clip, où on a beaucoup utilisé ça, nous, pendant un temps sur la chaîne. Tu mets ta vidéo longue, et pareil, il utilise ChatGPT pour comprendre les moments dans ta vidéo qui sont intéressants, faire des petits shorts, les monter directement, mettre les sous-titres, et t'as plus qu'à les publier. Et en soi, ça nous a fait gagner beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, avec très peu de boulot. Mais c'est quand même plus qualitatif quand c'est un monteur ou quand toi t'écris directement le short pour le short, que c'est pas un extrait. Mais vous, avec une émission podcast, mais passez l'émission dans CapCut ou dans Opus Clip, vous sortez une centaine de shorts. Enfin là, de l'heure où on a discuté ensemble, vous en sortez peut-être au moins 10 ou 15 qui sont très pertinents. Vous les balancez et ça sera que du bonus avec très peu de boulot, quoi. Je l'ai testé au Opus Clip. Ouais. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça marche plus pour les podcasts anglais que français. Je sais pas s'ils ont pas encore bien maîtrisé la langue française, mais vu que ça a marché pour toi, peut-être que je me trompe parce que je l'ai pas utilisé pour ce podcast-là. Je l'ai utilisé sur notre gros podcast, notre chaîne principale où on parle foot. Mais je trouvais vraiment que c'était pas des moments pertinents. Ça me faisait des extraits, mais je me dis, quand je regarde la vidéo, je poste ton short pour poster un short, mais c'est pas un truc qui me donne envie de regarder. Et je me suis dit peut-être qu'il faut leur laisser le temps de développer leur français, parce que j'ai fait le même test avec des podcasts américains. Bah quand j'ai le résultat, bah je me dis ok, là c'est bien. Non, en vrai, moi, Opus Clip, et c'était il y a 6 mois, 1 an que je l'utilisais, ça marche vraiment bien. Et t'as même des shorts où je me disais, ouais, c'est pas ultra intéressant, mais ça fait un contenu. Et ils ont ultra bien marché. T'as vraiment des shorts faits par Opus Clip qui ont fait 1 million de vues. Et où moi, je pensais que c'était, tu vois, bof plus. Et en fait, les gens ont kiffé. Je sais pas pourquoi. Et non, Opus Clip, ça marche bien. Et CapCut, maintenant, on le fait aussi avec ChatGPT et tout. Enfin, t'as même plus besoin d'Opus Clip. CapCut, c'est mieux d'ailleurs, parce qu'Opus Clip, il y a plein de bugs quand tu veux monter tes sous-titres et tout, c'est un enfer. Ouais. Mais maintenant, t'as plein d'IA, en fait, qui vont te permettre de te faciliter ton travail de contenu court, quoi. Ou même ton travail en général sur les réseaux sociaux. Hein. Nous, on écrit nos scénarios avec ChatGPT, on se fait aider de l'IA pour 1001 choses. Ça révolutionne le métier de créateur vidéo aussi. Hein. Cher dirigeant d'Opus Clip, j'attends mon virement pour la publicité. Ouais, justement, par rapport à ça, je voulais en parler parce que c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer sur le... En fait, je suis dans la nouvelle génération, mais un peu à l'ancienne. J'ai du mal à chaque fois à aller sur la nouvelle plateforme. Tu vois, TikTok, je l'ai vu, je l'ai vraiment compris au moment où ça se développait vraiment. Là, en ce moment, c'est LinkedIn qui marche très bien aussi. Ah ouais. Et souvent, je suis un peu... Ouais, vraiment. Et je suis souvent un petit peu en retard. Et par rapport à ChatGPT, justement... il y a encore peu de temps, je savais pas forcément l'utiliser, tu vois, et puis je disais ouais, mais non, mais j'en vois pas forcément l'intérêt ou quoi que ce soit. Et finalement, j'ai mis un petit peu le nez dedans aussi parce que j'ai des potes qui sont beaucoup dessus et qui l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Et au final, quand tu apprends tout ce qu'il peut faire et quand tu apprends à l'apprivoiser,
mais tu peux faire tellement de choses. Et au-delà de ChatGPT, il y a tellement de sites avec des IA différentes et tout qui t'aident énormément dans ta création de contenu. Et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il peut te reformuler un script. Tu vas lui dire, ouais, détaille-moi un petit peu plus ça, rentre un peu plus dans ce sujet-là, parle un peu de manière plus familière ou un langage un peu plus soutenu. Il te fait tellement de choses. Il t'aide pour tes titres, il peut t'aider pour tout. Et franchement, ouais, si je peux donner un conseil, du coup, c'est s'intéresser à ça parce que ça te fait gagner énormément de temps et ça peut même rendre le truc un peu plus quali. Tu rajoutes après ta petite patte, tu chapotes un peu le truc et franchement, ouais, tu gagnes beaucoup de temps et tu gagnes en qualité. Ouais, et puis même, tu vois, par exemple, là, la vidéo qu'on fait ensemble, moi, je filme avec la webcam du Mac, donc c'est en 720p. Le micro, peut-être avec les interférences et tout, c'est pas ouf. Dans Adobe Premiere Pro, t'as énormément d'outils d'IA qui peuvent augmenter la qualité de ma vidéo pour la passer en 4K, qui peuvent traiter mon son pour qu'il soit encore meilleur et que ça fasse un son studio avec un clic, quoi. Et donc, t'as vraiment moyen aujourd'hui d'avoir, t'as juste ton téléphone, tu te filmes avec ton téléphone et ensuite tu passes ça dans plein d'IA qui corrigent le son, l'image, machin. T'as même plus besoin limite de matos professionnel. Moi, je vois énormément de gens qui font du contenu juste avec un smartphone et c'est incroyable, quoi. Les IA te font une aide technique incroyable. Ok. On va parler revenus. Est-ce que tu peux nous dire un pourcentage sur ta chaîne? Qu'est-ce qui rapporte quoi? Parce qu'il y a les partenariats, il y a YouTube AdSense, peut-être qu'il y a autre chose. Bah là, tu vois, sur l'année 2024, on devrait faire peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires en tout sur l'année. Ouais. Sur ces 100 000, tu vas avoir 15 000 peut-être de revenus AdSense YouTube, donc la pub qui est avant les vidéos. Ok. On va avoir 30, 40 000 de notre boîte de production où on fait des vidéos pour des clients, des entreprises, tout ça. Donc disons que là, on est à 50 000. Et ensuite, tu as 50 000 qui restent. C'est des sponsors. C'est des marques qui nous filent de la thune pour qu'on parle d'eux dans la vidéo. Vraiment, aujourd'hui, plus de la moitié, c'est plus de la moitié de nos revenus, c'est les marques qui nous sponsorisent. Et l'autre moitié, c'est un mélange boîte de prod et la pub YouTube. Et tu vois, pour la pub YouTube, ce qui est très intéressant, c'est que les sujets qu'on fait sur la chaîne depuis 2-3 ans, c'est ce que je disais avant, c'est des sujets de long terme. C'est pas de l'actualité. Donc, nos vidéos, elles font très peu de vues dans le premier mois. Par contre, vu que c'est des sujets long terme, nos vidéos font des vues, mais pendant 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui encore, chaque mois, je gagne à peu près 1200 euros de monétisation YouTube. Dans ces 1200 euros, t'as 800 euros, c'est des vidéos qui ont plus de 1 an. Et les 400 euros qui restent, c'est les vidéos récentes. Mais en fait, on a tellement de vidéos sur la chaîne, on a plus de 200 ou 300 vidéos sur la chaîne. C'est ça qui nous fait nos revenus AdSense. C'est toutes ces vidéos qui fonctionnent sur le long terme et qui continuent chaque mois à gagner 10 euros, 20 euros, tu vois. Ça nous fait pas mal de revenus, mais c'est rien comparé aux marques qui nous sponsorisent. Ouais, ça t'assure toujours un petit SMIC, un truc comme ça, c'est pour renouveler du matériel ou des choses comme ça, c'est bien. Mais surtout le modèle tutoriel, par exemple, qui est évidemment dur. Mais c'est vrai qu'il faut penser à ça, même pour des chaînes. Je sais que moi, à un moment donné, je faisais beaucoup d'actualités sur ma chaîne et c'est bien sympa, ça marche bien, mais au bout de 24-48 heures, ça y est, il n'y a plus rien. Et c'est là, en plus, où tu tombes dans un modèle où bah, tu es obligé toujours d'être là, de faire des vidéos H24 tous les 2-3 jours. Et à un moment donné, tu n'en peux plus, tu peux même pas partir une semaine ou deux en vacances. Donc, ouais, au-delà des marques qui forcément va être le plus gros, au début et peut-être avoir une vision moyen terme avant de penser aux marques ou au début, les marques, tu en as peut-être une par mois ou des fois zéro. Bah, c'est bien de penser à faire des vidéos qui peuvent durer sur le long terme parce que clairement, c'est des vidéos qui vont durer et des vidéos qui peuvent t'assurer un minimum de revenus. Donc, c'est bien d'assurer ses arrières là-dessus. Ouais. Mais en fait, la stratégie pour moi, si tu veux lancer une chaîne YouTube qui soit un succès aujourd'hui, tu commences, tu fais du short et tu fais des vidéos pas trop longues qui parlent d'actualité. Comme ça, ta chaîne, très vite, en fait, elle attire du monde parce que c'est des sujets d'actualité. Il y a plein de contenus courts. Elle grossit. Et là, tu enchaînes la deuxième phase où tu commences à faire moins de contenus d'actualité, plus de contenus qui peuvent rester sur le long terme. Et en fait, ta chaîne, elle grossit très vite et ensuite, elle perdure dans le temps
et elle t'assure des revenus, des sponsors. Aujourd'hui, tu peux monter, à mon avis, une chaîne YouTube assez rapidement, même si ça reste très aléatoire. Je pense que si ma chaîne était fermée, demain, je réouvrirais une nouvelle chaîne, j'arriverais à remonter un business plan assez stable, mais je ne sais pas si j'aurais la force de le faire, par contre. Ouais, la force, c'est autre chose, c'est clair. Mais ouais, t'as très très bien résumé ça, ouais, je suis totalement d'accord. Du coup, les sponsors que tu as eu en règle générale, c'est eux qui te contactent ou tu as quelqu'un dans l'équipe ou toi qui essaie de trouver des sponsors? Et si oui, quelles sont vos méthodes pour réussir à en trouver? Au début, on galérait beaucoup à trouver des sponsors. Globalement, quand toi t'envoies un mail, rarement tu as une réponse. Ou si tu as une réponse, vu que c'est toi qui as été à l'initiative, bah, la personne en face a un petit budget ou va négocier le budget à fond parce que c'est toi qui fais la démarche. Oui. On a essayé de passer par des agences de com qui parlent à des marques et qui nous ramènent des sponsors. Ça n'a jamais marché. Toutes les agences de com par lesquelles on est passé sont nulles. Enfin, ils prennent leur commission, mais ils sont nuls. Enfin, je veux dire, y avait tellement moyen de trouver des sponsors pour notre chaîne et ils ont rien fait. Et moi, au bout d'un moment, en fait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire une sponsor pour une marque de panneaux solaires, par exemple. Bah, t'as toutes les autres marques de panneaux solaires qui ont vu cette sponsor et qui ont dit, nous aussi, on veut qu'ils parlent de nos produits. Donc, ils ont commencé à arriver. Puis après, bah, les autres marques voient que tu travailles avec des marques. Donc, elles se disent, lui, il doit être open à travailler avec des marques. Et puis, vu qu'il travaille avec des marques, ça veut dire que, bah, ça doit fonctionner. Ça doit être rentable de travailler avec lui. Donc, ils viennent, ils travaillent plus facilement. Et je dirais, les sponsors attirent les sponsors. Aujourd'hui, 80% des sponsors qu'on fait, c'est eux qui nous envoient un mail et nous, on dit oui ou non. Et 20%, c'est moi qui démarche. Par exemple, pour la terrasse, c'est moi qui ai trouvé les vis de fondation et qui ai dit à l'entreprise, est-ce que vous voulez faire une vidéo en partenariat? Et en fait, ils ont vu qu'on avait déjà fait des vidéos sur le sujet et tout. Et ils se sont dit, ah bah oui, ok, et on met ce budget. Mais c'est rare que ce soit moi qui aille chercher, quoi. C'est très souvent eux qui nous cherchent. Mais voilà, ça demande, il y a un effet boule de neige. Au début, t'en as peu, mais plus t'en fais et plus les autres arrivent et plus t'en as et maintenant on en refuse, quoi. Il y a une époque où on refuserait jamais une sponsor. Aujourd'hui, j'en refuse une sur deux parce que voilà, je peux enfin avoir l'embarras du choix, quoi. C'est bien. Si on prend globalement depuis le début de YouTube jusqu'à maintenant, en dehors de l'entreprise et tout ça, je parlerai plus plutôt expérience personnelle et opportunité. Qu'est-ce que YouTube t'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que YouTube m'a pas apporté dans ma vie? En vrai, YouTube, c'est ma source de divertissement principale. C'est ma source d'apprentissage principale. Même quand j'étais à Sciences Po, que j'ai fait des cours et tout ça, j'apprenais tout sur YouTube. Même mon bac, j'ai rien relu de mes cours. J'ai que regardé des vidéos YouTube d'historiens, d'économistes et tout ça. Et ça m'a permis de réviser mon bac. Donc voilà, je m'amuse, j'apprends. Pour faire ma maison, c'est entièrement des tutoriels YouTube qui m'ont appris à comment construire ma maison. Mon métier, c'est de faire des vidéos sur YouTube. En fait, je suis pas juste YouTuber dans le sens où je fais des vidéos sur YouTube. Je suis un enfant de YouTube. Enfin, YouTube est toute ma vie. Et quand je regarde sur mon téléphone combien d'heures je passe sur toutes mes applis, je suis 3 heures sur YouTube par jour, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai autant de mal à aller sur TikTok, Instagram, etc. Parce que c'est vraiment pas mon monde, quoi. Mon monde, c'est YouTube. Je connais, à une époque, je pouvais dire, je connais tous les YouTubeurs de la plateforme. Aujourd'hui, il y en a tellement que je les connais pas tous, mais je connais le paysage YouTube, je connais l'histoire. Enfin, je suis passionné de YouTube et c'est ma vie. Ah, j'ai un petit peu le même ressenti que toi là-dessus. Des fois même, pour faire une recherche, je vais plutôt chercher sur YouTube, par exemple, que sur Google ou ChatGPT, parce que je vais préférer avoir une explication, voir des images, etc. Et ouais, maintenant, j'ai vraiment ce réflexe-là. Et pareil que toi, YouTube, c'est mon monde aussi. C'est depuis toujours. J'ai toujours aimé regarder des vidéos. Les créateurs, c'est la même chose. Je les connais beaucoup et tout. Et ouais, je trouve que c'est un monde, je sais pas si je peux dire beaucoup plus sain, mais c'est... T'as l'impression qu'il y a une certaine proximité, je trouve, alors qu'en réalité, il n'y en a pas forcément. Mais
t'es dans ton petit monde, t'as ton petit catalogue, t'as des personnes que tu revois souvent. Je trouve qu'il y a de la bienveillance, t'apprends des choses, ça te divertit aussi. Et tu peux faire tellement de choses sur YouTube. Et je trouve que c'est moins malsain comme réseau social que tout ce qu'il peut y avoir comme TikTok, Insta, BeReal et toutes ces bêtises-là. Bah, tout simplement parce que le temps long te permet d'avoir des relations beaucoup plus vraies, beaucoup plus humaines. Tu vois, là, un podcast de 1 heure et demie, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus humain. On peut se poser, on peut se tromper dans ce qu'on dit et se reprendre. Enfin, ça fait vrai, alors qu'un short de moins d'une minute, Ouais, c'est ça. et tu scrolles et juste après, t'as un truc qui a rien à voir du tout. Il y a aucun affect. Et tu vois, c'est pareil, les vidéos de MrBeast. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que ces vidéos sont construites comme une succession de shorts. Il est super à fond, etc. T'arrives pas à être, comment dire ça, avec le présentateur. Je sais même pas comment il s'appelle, MrBeast, Donald, quelque Jimmy. chose là. Oh, Jimmy Donaldson. Ouais. Tu vois, genre, je m'en fous de lui. Je regarde les vidéos, mais je m'en fous de lui. Alors que Amixem, qui fait des vidéos maintenant beaucoup plus longues et tout ça, et qui se met bien en avant, ben j'ai un affect pour Amixem. Les gens qui regardent mes vidéos sur YouTube, ils ont un affect pour moi en tant que personne, en tant qu'humain. Alors que des TikTokers, t'as pas d'affect pour le TikToker, en fait, parce que c'est un TikToker parmi des millions, tu scrolles, tu l'as vu 1 minute par-ci par-là, t'aimes bien ce qu'il fait, mais tu connais rien à sa vie, à quoi que ce soit, et t'as pas d'approfondissement, quoi. C'est que de la surface. Et c'est pour ça aussi que le contenu long maintenant marche beaucoup et revient beaucoup, alors, voire même le contenu très long, parce que les gens ont faim de spontanéité, de transparence, et maintenant tu peux faire du contenu très long sans forcément monter, sans forcément mettre une grosse miniature avec plein d'effets et tout. Et donc t'as vraiment les deux qui s'opposent maintenant avec le contenu vertical vraiment très court, très rapide, et le contenu long, très long, où les gens veulent de la spontanéité et veulent voir tout ce qui se passe finalement dans une vidéo. Bah, tu vois, Amixem et MrBeast, qui étaient quand même les deux entertainers américains-français qui faisaient du contenu assez court, aussi assez punchy, petit à petit, ils font des vidéos de plus en plus longues. MrBeast est passé de vidéos de 10 minutes à des vidéos de 40 minutes. Amixem, il est passé de vidéos de 20 minutes à maintenant, c'est rare de trouver une vidéo de moins d'1 heure quand tu regardes Amixem, quoi. Et tu te dis, ouais, il y a vraiment ces deux extrêmes qui se créent entre les shorts, tout ce qui est très très court, et du coup, par opposition, des choses beaucoup plus posées. Les podcasts aussi, ça explose. Et en plus, les podcasts, pour moi, c'est vraiment le meilleur deal parce que tu as un contenu long qui est facilement recoupable en plein de contenus courts. Donc, tu crées une fois du contenu et t'en as pour tous les goûts. C'est vraiment, je pense, le meilleur deal sur YouTube aujourd'hui, c'est le format podcast comme ça. On espère que ça dure, parce que dès qu'il y a un format qui marche bien, après tout le monde se met dessus et après ça marche plus. Julien, pour terminer son podcast, c'est quoi ton secret qui a fait que pour toi, tu es arrivé à plus de 100 000 abonnés partout sur les plateformes? Bah écoute, Julien, ce fut vraiment ton plaisir de t'avoir sur le podcast parce que tu nous as appris beaucoup de choses et au-delà de ça, tu es une personne avec qui c'est très agréable de discuter. Donc, où est-ce que les gens ils peuvent te trouver sur toutes les plateformes et qu'est-ce que tu as à promouvoir en ce moment? Et ben là, c'est simple. Vous tapez Julien Malara sur Google, YouTube, TikTok, partout où vous voulez, Julien Malara, et vous allez trouver toutes nos vidéos. Là, on est en train de terminer la série de la construction de ma maison conteneur et on va enchaîner avec la construction de mon autonomie. Donc la production de mon électricité, la production de mon alimentation, de mon eau potable, globalement, comment vivre un peu de manière plus résiliente face aux effondrements écologiques et économiques qui vont venir. Et je pense que ça peut servir à tout le monde parce que c'est pas juste dans mon coin que ça va me servir. L'avenir est incertain pour tout le monde, quoi. Yep. En tout cas, ouais, merci beaucoup parce que dans les podcasts, surtout par rapport à YouTube, etc., il y a quand même des choses qui reviennent souvent, des redondances. Et là, pour le coup, c'était quand même très enrichissant. Je trouve qu'il y a beaucoup de valeur. On a appris pas mal de choses. Donc, franchement, merci beaucoup. C'était vraiment très, très cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je continuerai à regarder votre chaîne aussi parce que j'ai vu quelques échanges qui étaient très intéressants aussi. Ça me donne envie d'en voir plus. Merci beaucoup. Ouais.
likez et abonnez-vous à Créateur de Succès pour ne pas rater les prochains épisodes. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle d'Esprit Dog sur comment ils ont construit un empire à plusieurs millions d'euros grâce à leurs vidéos YouTube, ou celle du Nutriscope, cette chaîne d'un diététicien nutritionniste qui a développé son business grâce à ses vidéos YouTube. Et si toi aussi tu veux te lancer sur YouTube, rejoins-nous sur créateurdusuccès.com.